Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Propagation de l'épidémie de Covid-19, lutte mondiale contre le racisme, incertitude géopolitique. L'ONU célèbre son 75e anniversaire dans un contexte extrêmement compliqué. Née sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, comment l'ONU a-t-elle contribué à la paix et à la stabilité dans le monde? Quels sont les défis auxquels l'ONU doit faire face et quelles sont les réformes qui doivent être mises en place? Et quel rôle joue la Chine au sein de l'organisation? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Je reçois par visioconférence M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et je reçois aussi aujourd'hui Mme Guan Zhumiao, qui a travaillé comme interprète pour le 3e contingent médical de maintien de la paix au Mali. Et elle va nous faire partager notamment son expérience au Mali. Alors, j'aimerais bien m'adresser maintenant à M. Ding Yifan. D'abord, comment décririez-vous le contexte de ce 75e anniversaire de l'ONU? En fait, le 75e anniversaire de la création des Nations Unies se déroule dans un contexte international un peu particulier. D'une part, le monde fait face à un problème global. Donc, la pandémie de Covid-19 qui fait ravage partout dans le monde, tue des millions et des millions de personnes, contamine des millions et des millions d'autres, eh bien, il aurait fallu que l'humanité s'unisse ensemble pour faire face à ce problème global, alors que l'organisation internationale, qui a cette compétence, donc une partie importante du système de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, fait face à des problèmes très importants de manque de fonds, de manque de moyens, et même cette l'OMS fait face aussi au retrait des États-Unis, le pays qui était initiateur de ce système de gestion des problèmes globaux et la plus grande puissance aujourd'hui dans ce monde. Donc, ce qui fait que nous sommes confrontés à un problème important d'échelle globale et il manque de force importante pour soutenir une lutte globale contre ce genre d'épidémie. On voit que beaucoup de dirigeants se sont exprimés lors de cet anniversaire. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué dans ces discours et comment trouvez-vous l'ambiance cette année de cet anniversaire? En fait, ce qui m'a frappé dans cette activité de célébration du 15e anniversaire de l'ONU, c'est le contraste frappant entre le discours des dirigeants, en particulier entre le discours du président américain Donald Trump et le discours du président chinois Xi Jinping. Si le président chinois a insisté sur l'unité, la solidarité de notre planète en face d'une telle épidémie globale, le président américain fait tout pour essayer d'esquiver sa propre responsabilité et d'endosser la responsabilité à la Chine. Comme si la Chine était seule capable de provoquer une épidémie globale, planétaire. C'était vraiment une attitude irresponsable de la part d'un dirigeant de la puissance, la plus grande puissance du monde, ce qui était un peu ridicule. Voilà. C'est un peu dommage que quand même le président américain a utilisé le plateforme de l'ONU pour faire un discours qui ressemble à un discours pour son élection, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Pendant un discours de 7 minutes, il a fait référence à plus de 11 fois à la Chine et chaque fois
c'est pour accuser la Chine sur des bases complètement infondées et pour essayer d'esquiver sa propre responsabilité. Ce n'est pas l'attitude appropriée d'un dirigeant de la plus grande puissance du monde, parce que ceci semblerait complètement irrationnel et montre que finalement le président américain ne pense qu'à sa propre élection qui s'approche et il ne pense même pas au sort de sa population qui souffre de cette pandémie. Mais pensez-vous que sans une attitude très positive des États-Unis, quand même, les États-Unis est l'un des plus grands contributeurs de fonds aussi aux Nations Unies. Sans le soutien des États-Unis, pensez-vous que c'est aussi une menace pour le multilatéralisme quand même revendiqué par la plupart des pays participants? Évidemment, évidemment, parce que les États-Unis sont le fondateur, l'un des fondateurs de ce système de l'ONU. Depuis très très longtemps, les États-Unis ont été le grand contributeur à ce système multilatéral. Mais depuis un certain nombre d'années déjà, les États-Unis doivent sa cotisation à l'ONU. Depuis très très longtemps. D'ailleurs, pour des affiliations de l'ONU, par exemple l'Organisation mondiale de santé, les États-Unis n'ont pas payé sa cotisation et à la fin, c'est décidé de se retirer de cette organisation, de cette affiliation. Ceci affecte évidemment l'autorité et l'utilité de cette affiliation de l'ONU. Et ce n'est pas bien et ça affecte aussi la capacité de ce système à affronter les problèmes globaux. En fait, durant le discours prononcé par le président chinois, il y a des engagements qui ont été annoncés. Et on se rappelle qu'en 2015, déjà, la Chine avait annoncé la mise en place d'un fonds d'aide à la coopération sud-sud. Et la première phase du plan devait permettre de soulever 2 milliards de dollars américains afin d'aider le pays en développement. Et cette année, les fonds, elle s'est engagée de nouveau à fournir 50 millions de dollars au fonds fiduciaire Chine FAO pour la coopération sud-sud. Donc il y a d'autres mesures qui ont été annoncées. Donc comment voyez-vous les engagements de la Chine dans ces actions multilatérales? En fait, dans le discours du président chinois, il a annoncé plusieurs assistances de la part du gouvernement chinois au programme de l'ONU. D'abord, pour lutter contre le Covid-19, l'État chinois, le gouvernement chinois est prêt à donner 50 millions de dollars pour assister aux problèmes de secours, d'assistance médicale, etc., aux pays membres de l'ONU, mais des pays qui souffrent aussi des capacités de soins médicaux, de traitement de ces infectés, de l'épidémie, etc. Le gouvernement chinois est prêt aussi à endosser aussi d'autres actions de l'ONU pour cela. La Chine va contribuer aussi à renforcer le fonds fiduciaire, comme vous avez signalé, des Nations Unies dans l'assistance des pays sud-sud pour aider les pays en développement à mieux s'adapter, à affronter des problèmes de santé, des problèmes d'environnement, etc. Parce que ces pays en développement manquent de moyens pour faire face à ces défis globaux, des défis qui ne sont pas causés par ces pays eux-mêmes, mais qui sont causés par exemple, des pays développés dans le passé, tels que le changement climatique. Le changement climatique est dû à une accumulation de l'émission de gaz carbonique à travers le siècle de la révolution industrielle, etc. Ceci affecte maintenant notre atmosphère planétaire et ceci affecte en particulier les pays dans le développement qui manquent de moyens de lutter contre cela. Il y a, si on rappelle un peu dans l'histoire, quand même,
à la naissance, l'ONU est née sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le premier objectif de l'ONU est de contribuer à garder la stabilité et la paix dans le monde. Donc, maintenant, 75 ans se sont écoulés. Donc, comment l'ONU a-t-elle contribué en ce sens? En fait, l'objectif de la création de l'ONU est double. C'est-à-dire, d'une part, l'ONU a pour mission de maintenir la paix et la stabilité dans le monde. D'autre part, l'ONU, le système de l'ONU a une branche importante de développement, de soutenance au développement. C'est la Banque mondiale, c'est la FMI, etc., etc. C'est l'OMC d'une certaine part. Et tout cela, il faut dire que depuis 75 ans, l'ONU a réussi, tant soit peu, sa mission de maintien de paix. Même s'il y avait une période de guerre froide, il n'y a eu jamais de grande guerre entre les grandes puissances dans le monde et l'ONU y est pour quelque chose. D'autre part, si vous regardez aussi le problème de la réduction de la pauvreté, l'ONU, de même que le système de la Banque mondiale, du FMI, qui ont joué aussi un rôle assez actif pour fournir des aides au développement à des pays dits pauvres ou à des pays en développement. Effectivement, quand on parle de mission de maintien de la paix, aujourd'hui, nous reçoit par visioconférence aussi une invitée spéciale qui a participé personnellement dans cette mission, Madame Guan Zhumiao, qui a travaillé, je vous rappelle, que comme interprète pour le 3e contingent médical de maintien de la paix au Mali. Bonjour, Madame Guan, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, d'abord, pouvez-vous m'expliquer dans quelles circonstances avez-vous participé à cette mission? Oui, je suis professeur de français, mais je suis également militaire en même temps. Donc, d'une part, c'était un ordre donné. Et à ce moment-là, on avait besoin d'un interprète comme officier de liaison pour faciliter les échanges. D'autre part, avant d'aller au Mali, je n'ai jamais eu de chance d'aller en Afrique. C'était un lieu mystérieux pour moi. Comme je parle français, et c'est naturel que je veux communiquer avec des francophones. Et de plus, j'ai entendu dire que le Mali était pauvre, il y avait des conflits. Moi, je vis dans un pays pacifique et stable. Je ne pouvais pas l'imaginer, donc je veux aller voir moi-même et faire des efforts possibles pour les gens locaux. C'est pourquoi j'ai choisi d'être un casque bleu. Et qu'est-ce que vous avez senti les premiers jours de votre arrivée et en quoi consistait exactement votre travail? Quand je suis arrivée à Gao, où se trouvait notre camp, j'ai ressenti l'air sec et chaud souffler sur mon visage. J'ai vu le paysage désert, d'arbres et d'herbes. Tout était inconnu pour moi. Et de toute façon, je devais m'habituer le plus vite possible à ce nouvel environnement. Et comme interprète de l'hôpital niveau 2 de Chine, la part la plus importante de mon travail était de faciliter les échanges entre notre hôpital et les étrangers, surtout ceux qui parlaient français. Par exemple, je devais toujours être disponible pour répondre au téléphone. Par qui les officiers de MINUSMA, les casques bleus d'autres pays pouvaient nous contacter. Et la plupart des informations étaient transmises par ce téléphone, y compris celles des patients, des malades qui devaient être reçus par notre hôpital et qui devaient être envoyés à Bamako, la capitale du Mali. Et je devais aussi traduire des courriels, aider les médecins à communiquer avec les malades, échanger avec les locaux, participer aux conférences, surtout le morning brief de chaque jour, etc. En amont.
Je travaillais comme une oreille et une bouche. Alors, avez-vous des souvenirs particuliers à partager avec nos téléspectateurs? Oui, ce qui m'a impressionné le plus était la demande de médicaments des gens locaux. Vous savez, les gens sont très à court de ça. Pour les aider, on a organisé plusieurs fois des consultations médicales bénévoles, surtout auprès des femmes et des enfants. La première fois, on a projeté de commencer la consultation à 8 heures et de recevoir à peu près 300 personnes par jour. Mais en fait, les locaux commençaient à faire la queue depuis 4 ou 5 jours, depuis 4 ou 5 heures, 5 heures du matin. C'était surprenant pour moi. Et à la fin, ce jour-là, on a reçu plus de 800 personnes. La plupart d'entre eux sont venus pour des médicaments. Et un autre souvenir marquant est la coopération entre les casques bleus. C'était après une attaque surprise contre le supergang du Nord à Kidal. Beaucoup de casques bleus nigériens et tchadiens étaient blessés. Plus de dizaines devaient être envoyés à notre hôpital pour accepter les traitements. Ils sont arrivés à peu près en même temps à l'aéroport de Gao. Et la situation était très tendue. Cependant, on n'avait pas assez d'ambulances. Donc, on a contacté avec les hôpitaux niveau 1 d'autres pays pour demander leur aide. Ils étaient d'accord tout de suite et nous ont aidés à recueillir les malades. Et aussi, vous savez, les conflits et les attaques ne sont pas rares au Mali. Même les casques bleus ne peuvent pas les éviter. C'était autour de Noël de 2015. On a reçu l'alerte que le supercamp à Gao a probablement été attaqué par les roquettes. La situation était tendue. Tout le monde était un peu inquiet. Et pour la sécurité, on s'est levé à 4 heures du matin et a caché dans les gazemats jusqu'à 6 heures. Parce que selon l'analyse, de 4 heures à 8 heures était la période la plus dangereuse. Et ça a duré plus d'une semaine. Parfois, on dit trembler les conteneurs dans lesquels on habitait. Vous avez vraiment travaillé dans des conditions pas faciles, hein. Alors, quel regard portent les gens locaux au travail de maintien de la paix d'après votre constat? Par exemple, au Mali, avec le MINUSMA, la situation devient graduellement contrôlable. Et de plus, les casques bleus ont rendu l'économie locale plus prospère. On a fait ce qu'on pouvait pour aider les locaux. Par exemple, on a donné des consultations bénévoles, comme je l'ai dit. On a aussi fait des fournitures scolaires, des joujoux, de petits trucs traditionnels chinois, etc. aux écoles locales. Je crois que c'est pourquoi les locaux étaient très sympas avec nous. Chaque fois qu'on sortait, je voyais les enfants poursuivre notre voiture et nous saluer, nous dire bonjour avec un sourire éclatant. Et les Maliens m'ont dit souvent, nous sommes amis, nous sommes frères et sœurs. Et je pense que c'est par tout ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. La Chine promeut activement le processus de paix mondiale. Je vous remercie, Madame Gua. Merci d'avoir partagé des expériences intéressantes avec nos téléspectateurs. Merci. Et je reviens à Monsieur Ding. Enfin, en fait, on constate quand même l'ONU a une mission, bien sûr, de maintien de la paix, mais pour les populations locales, c'est surtout une lueur d'espoir. Est-ce que je peux dire ça, que la structure de l'ONU même apporte beaucoup d'espoir aux gens qui sont très pauvres, qui ont besoin d'aide? Surtout dans des pays plus ou moins chaotiques.
comme au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Depuis un certain temps, la déstabilité, et politique d'abord, et sociale, était de rigueur. Donc, dans bien des pays, le putsch militaire, le coup d'État, le pillage, etc., était un fléau quotidien. Donc, la population souffre de cela. Les missions de maintien de paix de l'ONU ont joué un rôle très important pour maintenir la stabilité, pour mettre de l'ordre dans une situation chaotique et enfin pour y apporter un peu d'espoir de développement pour la population locale. Parce que avec la stabilité apportée par les troupes de les Nations Unies, il y a au moins une certaine garantie de la vie normale. Puis, avec l'assistance sociale des pays membres de l'ONU, avec l'assistance médicale, etc., des pays comme la Chine, eh bien, la population locale, en dépit de cette situation chaotique, est revenue à la capacité de mener une vie, même quelquefois, on peut dire que c'est une survie. Mais tout de même, dans un pays plein de chaos, les missions de maintien de paix de l'ONU ont donné un peu d'espoir à la population locale. Mais en même temps, on voit que l'ONU a reçu beaucoup de critiques aussi au cours des années. D'abord, par exemple, sur les conflits armés, l'ONU a été critiquée pour n'avoir pas pu empêcher certains recours à la force ou encore récemment dans cette situation de l'épidémie, on critique aussi l'ONU, surtout il y a des critiques envers le Conseil de sécurité n'a pas pu porter une réponse à l'épidémie. Et comment voyez-vous ce genre de critiques? Il y a une part de vrai. Et bien sûr, il y a beaucoup d'accusations ne sont pas fondées. Parce que, souvenez-vous que dans les années 1990, il y a des moments où les missions des Nations Unies, voire même le commandant de l'armée de l'ONU, a fait défaut au moment où on aurait dû intervenir massivement pour empêcher cela. C'était le cas de massacre au Rwanda. Parce que lorsque le massacre a commencé à Rwanda, eh bien, les troupes, les Gardes bleus, n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas intervenu effectivement et efficacement pour empêcher la bagarre entre les groupes ethniques, n'ont pas réussi à empêcher le massacre ethnique entre les différents groupes ethniques importants de la région, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. Et tout cela, les Nations Unies n'ont pas réussi à jouer son rôle pour empêcher ce genre de massacre. D'autre part, du monde, lorsque les pays africains ont connu par exemple la famine, l'ONU n'a pas pu venir assister la population en temps voulu. Ça aussi, ça a causé beaucoup de critiques de la part de la société civile, des pays en développement. Mais d'une autre part, il y a beaucoup de critiques comme sur l'incapacité du Conseil de sécurité pour faire face à la pandémie de Covid-19. Mais en fait, ce n'est pas son rôle. Le rôle du Conseil de sécurité est de maintenir la paix et la stabilité. Le rôle du Conseil de sécurité n'était pas de venir en assistance à la population qui souffre de la maladie contagieuse ou de l'épidémie. C'est le rôle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est une affiliation propre de l'ONU qui a une mission spéciale. Cet été, les pays membres ont
s'affronter aux problèmes de santé de masse, mais aussi à confronter des maladies à grande échelle, comme la pandémie. Quelles sont, selon vous, les réformes qui doivent être mises en place? Parce que vous avez mentionné, il y a beaucoup de critiques et il y a certainement des failles dans le fonctionnement de l'ONU. L'ONU est née il y a 75 ans. Donc, la situation a complètement... Il y a beaucoup de choses qui se sont évoluées. Eh bien, dans ce contexte-là, le processus de prise de décision au sein même de l'ONU doit être réformé aussi pour être plus efficace, pour pouvoir répondre de façon plus appropriée aux revendications du grand nombre de pays membres de l'ONU, etc., etc. Tout cela, il faut réformer le système de prise de décision pour répondre un peu plus à la demande de la grande majorité des pays membres. Cela parce que jusqu'à maintenant, les pays qui détiennent la clé de prise de décision à ce système ne s'intéressent pas beaucoup à ces problèmes qui hantent en fait la plupart des pays en développement. Donc il faut faire en sorte que les pays membres de l'ONU puissent faire plus connaître leurs besoins d'urgence, leurs problèmes et faire en sorte que l'ONU soit dotée d'un pouvoir d'action ou d'intervention plus efficace. Plus précisément, comment la Chine peut-elle contribuer davantage au sein de l'organisation, selon vous? En fait, la Chine a fait beaucoup pour aider les actions de maintien de paix du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. Parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est devenue le premier pays à fournir de l'effectif de maintien de paix aux missions de l'ONU. La Chine a fait beaucoup de dons. Donc la Chine a fait beaucoup de dons aux Nations Unies, mais aussi aux affiliations de ce système de l'ONU. Par exemple, la Chine assiste beaucoup les actions de l'UNESCO, dont les États-Unis sont absents depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, mais l'UNESCO est une affiliation importante de l'ONU. Elle s'occupe des missions de l'enseignement, de formation professionnelle, de la recherche, etc., etc. L'UNESCO a financé beaucoup de programmes de formation professionnelle dans les pays africains. L'UNESCO a financé beaucoup de programmes de recherche scientifique pour des maladies importantes, chroniques en Afrique, etc. Et dans tous ces domaines-là, la Chine est un partenaire important, indispensable de l'UNESCO. La Chine non seulement paye sa cotisation à l'UNESCO, mais la Chine fait don de beaucoup de moyens à l'UNESCO pour soutenir ses actions partout dans le monde. Alors je vous remercie, M. Ding Yufan. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.